Bienvenue sur Eugenol Live. Merci d'être avec nous ce soir pour ce premier webinaire de l'année 2023. Et j'ai le plaisir de recevoir pour ce premier webinaire de la saison, Marie-Claude Extran. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Jérôme. Bonjour. Eh bien écoute, aujourd'hui c'est un webinaire assez particulier et je remercie beaucoup la société EMS de coproduire avec nous cette soirée pour la Swiss Dental Academy. On va parler aujourd'hui paro, on va parler aujourd'hui prophylaxie et surtout avec un profil vraiment différent des autres fois puisque cette fois-ci je suis avec une praticienne mais pas une consoeur chirurgien-dentiste mais avec une hygiéniste. Et écoute, pour te présenter, tu as étudié à Saint-Hyacinthe au Québec, au Collège Oui. d'études générales et professionnelles, comme le témoigne ton charmant accent. Et tu as fait donc une découverte, tu as fait un stage en Suisse, et puis finalement la Suisse, ça t'a plu, tu y es resté déjà depuis plus de 20 ans. Et à ce jour, écoute, tu as eu un parcours assez étonnant pour nous Français, puisque tu as été coordinatrice de traitement. Ça, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ce que c'est qu'une coordinatrice de traitement. Et puis aujourd'hui, tu es hygiéniste, mais indépendante, quelque chose qu'on n'a pas malheureusement, en tout cas en France, puisque même Oui. avec les assistantes niveau 2 dont on parle tellement, c'est l'Arlésienne depuis des années, eh bien c'est quelque chose en tout cas qui ne verra pas, c'est une profession en tout cas qui ne semble pas voir le jour d'ici peu. Est-ce que C'est tu déjà un pourrais... début. Oui, C'est déjà un bon début. c'est déjà un bon début. Est-ce que tu Oui. pourrais nous raconter un petit peu ton activité aujourd'hui de praticienne indépendante, hygiéniste en Suisse? Oui, alors en fait, nous, ce qu'on fait en général, donc les hygiénistes dentaires, on peut travailler indépendante depuis à peu près 25 ans en Suisse, au Québec depuis seulement une année ou deux. Mhm. Donc on fait notre profession, on est des prophylaxistes si on veut, on essaie d'instruire nos patients à une meilleure santé bucco-dentaire et on le fait de façon indépendante. Donc dans un cabinet dentaire, c'est vrai qu'on a notre salle à côté, on travaille, le dentiste nécessairement vient pas, nous fait confiance. Et donc maintenant, c'est vrai que quand on est indépendante, on voit le patient du début jusqu'à la fin et ensuite on va référer le patient toujours à son dentiste, soit attitré qu'il a déjà, soit un dentiste consultant qu'on va essayer de lui trouver pour aller avec ses demandes ou ses intérêts ou son problème dentaire. Donc ça veut dire que c'est Donc toi on qui fais travaille avec c'est toi qui fais des diagnostics ou c'est uniquement le chirurgien non, dentiste, hein? on n'a pas le droit de faire des diagnostics, Mhm. donc on fait des dépistages. Donc, c'est ce qu'on fait dans les écoles, par exemple, au Québec, dans les écoles primaires, on fait des dépistages. Ici, dans les cabinets en Suisse, on fait aussi des dépistages. Et ensuite, on va regarder toujours avec le praticien, avec le dentiste, si c'est juste ce qu'on a prédit, ce qu'on a fait comme pronostic. Après, c'est lui qui va décider si oui ou non, ou c'est elle qui va décider si oui ou non on traite ou pas. Donc après, avec l'expérience, parfois on a plus d'expérience que les jeunes dentistes et au début, quand on est jeune hygiéniste, on se fait aider par nos collègues dentistes à poser, voilà, essayer de poser, pas un diagnostic, mais essayer de trouver s'il y a des caries Et sur alors les pour mieux radios. expliquer voilà, qu'est-ce que c'est le rôle d'une hygiéniste ou d'un hygiéniste en tout cas pour nos confrères, quelle est l'étendue, quelles sont les limites en fait de ton exercice? Oui, alors nous, on n'est pas médecin dentiste, donc en fait, on peut pas entrer dans les tissus, donc on peut pas ouvrir une cavité, on peut pas couper, faire un lambeau. Par contre, on peut travailler sous gingival et on peut justement faire un examen clinique approfondi. Donc, on va regarder les tissus. On a 3 ans d'école où on va justement apprendre toutes les maladies bucco-dentaires existantes. On va aussi traiter la paro dans ses limites. Donc, par exemple, moi, je travaille avec un paro avec lequel j'ai travaillé à l'époque. Donc, si, par exemple, il y a des poches de plus de 6 ou 7 millimètres, je réfère toujours à ce collègue paro pour faire la paro, non, pour faire le traitement paro et ensuite, il me renvoie le patient pour faire tout ce qui est maintenance. Par contre, l'hygiéniste dentaire qui travaille en cabinet, par exemple, avec un dentiste, euh, le dentiste ou l'hygiéniste pourra faire une anesthésie, par exemple, et faire les curetages. D'accord. Donc, moi, je ne le fais pas en cabinet ici parce que je ne peux pas faire d'anesthésie. Donc, quand on est indépendante en Suisse, on a deux choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire d'anesthésie, par exemple, et de radiographie. Donc, on ne peut pas exploiter un appareil radiographique. Donc, par exemple, quand les patients viennent et que je n'ai pas de radiographie, je demande toujours un contrôle chez le Mhm. dentiste et le dentiste
normalement m'envoie les radios ensuite pour la suite du traitement. Ok, ok, Donc, merci. j'évalue pour voir aussi si j'ai bien des tartrés. Voilà. Ok. Merci pour cet éclairage. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler donc de prophylaxie, puisque c'est le cœur de ton métier, pour une conférence qui s'intitule Prévention et maintenance en toute simplicité. Bah, c'est marqué juste au-dessus de nous. Et Oui. écoute, Marie-Claude, je te laisse la parole. La scène est à toi. Merci beaucoup. C'est vrai que ça va être assez dense comme présentation aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes bien assis. Donc, bienvenue à tout le monde. Alors, comme Jérôme l'a dit, ben, je m'appelle Marie-Claude, je suis hygiéniste dentaire en Suisse, indépendante, et je travaille pour EMS, la Swiss Dental Academy en Suisse, à Nyon, depuis environ 5 ans. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une nouvelle vision de la prophylaxie. Effectivement, je vais juste... Euh, excuse-moi, Jérôme, j'arrive pas à tourner les pages. Voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la guided biofilm thérapie. Donc, c'est quoi au juste la guided biofilm thérapie ou le biofilm, la thérapie du biofilm guidé? C'est justement de quoi je vais vous parler vraiment en profondeur. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, le LGBT, on voit sur les réseaux sociaux, on en entend parler, on pense que c'est la LGBT ou on rigole un petit peu pour ça. La connexion est terminée, Jérôme, je suis désolée. Alors, je répète. Ben non, c'est pas, non, non, c'est pas grave en fait, c'est juste ta Oui, connexion sur la régie qui est coupée. Hop, je te parfait. relance et puis tu as normalement accès Oui, à parfait, la merci. présentation. C'est parti? Donc, le guided biofilm thérapie, c'est important de savoir ce que ça veut dire. Donc, on appelle toujours GBT et donc le G c'est pour guided et le B pour biofilm et T pour thérapie. Alors, l'idée en fait de ce guided biofilm thérapie, c'est qu'on va être guidé par le biofilm et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est très important de se dire en fait qu'aujourd'hui, on parle des patients, de nettoyage, des tartrages, mais en fait, on parle très, très peu de biofilms ou de bactéries aux patients. Et en fait, c'est la base de ce qu'on discute tous les jours avec nos patients en tant qu'hygiéniste dentaire. En tout cas, on en parle tous les jours. Donc, le guided biofilm thérapie, c'est qu'on va colorer ce biofilm, on va le révéler avec un liquide diagnostic ou avec le révélateur de plaques. Et la thérapie, c'est qu'on va être guidé par ce révélateur de plaques. Donc, c'est tout simplement ça, le guided biofilm thérapie. Ensuite, aujourd'hui, donc, je vais vous dire un petit peu en gros ce que c'est, pourquoi on l'enseigne, la science, le biofilm. On va jeter un petit coup d'œil sur toutes les étapes, justement, du GBT, parce que c'est un protocole de soins. Ensuite, je vais vous expliquer aussi pourquoi moi, je suis à 100% GBT à mon cabinet. Ça veut dire que tous mes patients sont traités avec le protocole GBT. Les avantages que moi j'y trouve et puis aussi ceux des patients. Et puis en conclusion, ben, je vais vous parler un petit peu de ce qui peut arriver ensuite. Donc, Jérôme a un petit peu brossé mon parcours. Alors, effectivement, je suis née au Québec, puis j'ai fait ma formation à Saint-Hyacinthe. J'ai fini en 94. Et puis, après, j'ai travaillé longtemps dans des cabinets privés avec des généralistes. Et j'ai aussi travaillé pour un paro et un orthodontiste pendant une année chacun. Je voulais voir un petit peu ce que c'était de travailler dans ces disciplines. Et ensuite, j'étais coordinatrice de traitement dans un hôpital. Et là, c'était comme Jérôme l'a demandé, en fait, c'est que l'hygiéniste, elle va présenter les devis ou les plans de traitement aux patients. Et elle va coordonner aussi tous les traitements, soit en salle d'opération, soit avec un des praticiens. Ensuite, ben, j'ai fondé mon cabinet. J'ai fondé aussi avec une hygiéniste, Stéphanie Laplante, hygiéniste Léman Formation, qu'on donne des cours aussi. Et j'enseigne aux assistants dentaires la prophylaxie. Donc, en fait, j'enseigne des cours inter-entreprises. On se voit 6 fois. On voit toutes les classes d'assistants dentaires. Et je vais parler justement du biofilm et de la prophylaxie aux assistantes dentaires. Donc ça, c'est un petit peu mon profil. Et puis, pourquoi j'ai changé, pourquoi j'ai osé changer après tant d'années? Parce qu'après 20 ans de pratique, j'ai ouvert mon cabinet, mais j'ai complètement changé de travail. Donc, dans le sens où j'ai complètement changé ma façon de travailler. Et c'est vrai que c'était un peu ça où j'arrêtais de travailler. J'arrêtais d'être hygiéniste dentaire parce que j'étais quand même, je trouvais assez difficile ce métier.
Alors, j'ai rencontré Néa Dixit, c'est la responsable scientifique, et cette personne nous a fait justement comme je vous fais aujourd'hui, une présentation du GBT. Donc, moi, en tant qu'hygiéniste, vieille hygiéniste, parce que ça faisait quand même 20 ans que j'étais hygiéniste, j'étais un peu partie dans l'idée, mon traitement va très bien, mes patients sont assainis, ils ont plus de dépôt d'arthrite, ils ont plus de gingivite, ça va très bien, en général, parce qu'il y a toujours des patients où on n'y arrive pas. Et c'est vrai que j'étais un peu résistante, mais elle m'a très très bien convaincue par justement l'explication du biofilm et comment on pouvait éventuellement bien l'éliminer. C'est un petit peu ça le gros souci avec l'ancienne recette. Alors, on va un petit peu voir comment on effectuait, comment moi j'effectuais. Il y a encore beaucoup d'hygiénistes qui effectuent maintenant encore la prophylaxie traditionnelle. C'est quoi au juste? En fait, moi, j'ai fait ça pendant 20 ans, donc j'ai passé mon ultrason ou le piédison partout, sur toutes les dents, aussi les instruments manuels, et je terminais mon détartrage avec une cupule et une pâte à profit. Alors, quand le patient était fumeur, ben, je prenais une pâte à profit qui était assez abrasive, et c'est vrai que je ne changeais pas nécessairement de pâte à profit pour aller sur des collets. Donc ça, c'est la première chose que je me suis rendu compte que c'était quand même une erreur. Et puis, c'est vrai que, comme l'image le dit très, très bien, cette cupule-là, quand on a un traitement d'ortho, c'est quand même pas évident d'aller travailler à cet endroit. Donc, c'est vrai que quand les patients arrivaient ou quand je travaillais en ortho et que je voyais ça, ben, c'était quand même compliqué. Quand je travaillais en ortho, je pouvais enlever les arcs et puis travailler sans l'arc, mais quand j'étais en cabinet dentaire avec un dentiste, puis le patient arrivait avec des bagues, des ligatures, des élastiques, c'était très difficile d'avoir un traitement qui était efficace, mais aussi qui était facile pour nous praticiens. L'ancienne recette, il y a des instituts qui ont quand même fait des études et qui ont démontré que l'ancienne recette, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, donc l'ultrason, les instruments manuels, la pâte à profit, eh ben, il y a quand même 3 instituts qui ont quand même prouvé que c'était pas clair, que c'était pas prouvé, qu'il y avait beaucoup de zones qui étaient critiques, qui n'étaient pas du tout nettoyées, et qu'il y avait peu d'effets sur les gingivites, sur la profondeur des poches, et puis c'était quand même pas évident de trouver vraiment l'avantage et que c'était pas vraiment prouvé. Je vais vous parler de 2 scientifiques que moi j'adore. Toutes leurs études, elles sont super bien. C'est Axel Seul et Lide. Je pense que tout le monde les connaît. C'est des paros qui ont fait une étude et ils ont quand même réalisé que si on éliminait extrêmement bien le biofilm, et on n'avait plus de caries et plus de perte d'attache. C'est quand même fou. Quand on sait ça, on se dit, bon, il y a une étude qui l'a prouvé, mais on s'en sert pas tellement. Donc, les soins dentaires sans prophylaxie, ou prévention, si on veut, sont une erreur professionnelle. Ça, c'est le professeur Axelson qui l'a dit. Et moi, je suis très d'accord avec. Parce que c'est vrai que tous les soins dentaires, maintenant, en plus, on parle beaucoup d'implants. S'il n'y a pas de prophylaxie ou de maintenance par la suite, on sait très bien que la pérennité des traitements ne sera pas aussi bonne. Donc, c'est très important, surtout en France, de se dire, si on fait des traitements à nos patients, si on veut que les traitements puissent arriver à long terme, être très bien, être pérennes, il faut avoir une prophylaxie. Maintenant, vous n'avez pas d'hygiéniste dentaire, donc c'est difficile, mais il existe un protocole, le GBT, qui est facile et qui est extrêmement bon pour justement le maintien de tout votre travail. Donc, les évidences d'Axelson et de Lidet, c'est qu'en fait, eux, ils avaient à chaque fois mis en évidence, donc en fait, ils travaillaient avec des hygiénistes dentaires. Les hygiénistes dentaires, elles mettaient un révélateur de plaques à tous leurs patients. Tous leurs patients passaient 6 mois. Ils enlevaient le biofilm et ils essayaient de faire la motivation, donc faire la démonstration du brossage sur une mise en évidence, qui était basée en tout cas sur une mise en évidence, et ils éliminaient le biofilm. Ils prenaient le temps, on dit, c'était médiculeux, c'était avec une pâte à profit, donc super difficile d'enlever tout le biofilm. Il faut juste vous imaginer dans les sillons, dans les interdentaires. Donc en fait,
eux, ils ont fait ça et ils ont eu des super résultats. Par contre, ils n'avaient pas de nouvelles technologies, donc ils pouvaient éventuellement avoir des problèmes, en tout cas invasifs sur le saignement. Et puis le confort du patient. Donc c'est vrai que les instruments manuels, les pattes à profit près du collet, ça peut être très douloureux. L'ancienne recette, malheureusement, ce que j'ai fait pendant 20 ans, ben, j'ai rarement mis déjà le révélateur de plaques. Pourquoi? Parce que je pensais que ça prenait du temps. Aussi, ben, je voulais pas trop tâcher mon champ de travail, par exemple. Et surtout, j'avais pas le temps. Je me disais, ça va pas servir à grand-chose parce que la plaque, je la vois, je prends la sonde, je passe sur les dents et je montre à mes patients. Mais les patients, en général, me répondaient à chaque fois, bah, c'est de la nourriture. J'ai pas brossé après la collation, ou j'ai pas brossé ce matin, par exemple. Donc, en fait, on n'avait pas un très bon discours. Et puis, bah, l'élimination du biofilm, bah, j'allais souvent avec des pâtes à profit, des cupules, donc j'allais pas dans des endroits critiques. J'allais avec les instruments ben, que je pouvais, donc ça pouvait être des instruments manuels, un ultrason. Et après, le confort du patient, souvent, ben, malheureusement, il n'était pas là. Le guided biofilm thérapie, comme vous pouvez voir ici, alors on a toujours une mise en évidence. On ne fait pas de guided biofilm thérapie si on ne met pas le révélateur de plaques. Ensuite, on va toujours instruire le patient ou en tout cas motiver le patient aux endroits où le révélateur de plaques nous indique qu'il y a des lacunes. Donc, quand on met le révélateur de plaques, très souvent, j'ai des étudiantes ou des gens qui viennent au cours qui me disent non, mais les adultes, ça va pas marcher, ça va fonctionner que chez les enfants. Et en fait, ça fonctionne presque, je dirais, égal avec les adultes et même ils sont encore plus intéressés. Donc, par exemple, les hommes en général, ils vont prendre le miroir, ils vont regarder, ils vont se faire eux-mêmes leur instruction d'hygiène parce que c'est bien expliqué. C'est-à-dire qu'on va mettre le révélateur de plaques et on va expliquer qu'est-ce qu'on fait. Donc, on va mettre le révélateur de plaques et ça va nous indiquer les endroits où on a des bactéries ou du biofilm de plus de 3 jours. Donc, on va avoir plusieurs couleurs et puis on va s'intéresser à la partie plutôt bleutée qui est une bactérie de 3 jours. Là, le patient, déjà, il commence à se dire « Ah, quand même, j'ai des bactéries de 3 jours. Alors, c'est intéressant quand même. » Et puis là, on va s'intéresser et surtout, on va pouvoir faire une motivation personnalisée. C'est-à-dire que si les antérieurs sont hyper bien nettoyés, mais que juste les 7 ou les 6 derrière vestibulaires, il y a beaucoup de plaques, on va faire que l'instruction d'hygiène aux endroits où il y a des lacunes. On va bien éliminer le biofilm, surtout avec l'airflow. Donc ça, c'est vraiment le top du top pour moi. Et puis, on va essayer d'utiliser toujours les instruments les moins invasifs au début pour aller vers, si on a besoin, aux instruments plus abrasifs. Donc, on va vraiment être pour le confort du patient. Donc, on va commencer, et c'est ça le grand changement dans ce protocole, on va commencer par polir ou airflosser qu'on appelle. On va commencer par faire ça avant de les détartrer. Donc moi, au début, en tant qu'hygiéniste, j'ai dit non, 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 ça va pas aller. Je vais quand même pas faire le polissage avant de détartrer. Et puis après, je me suis dit, c'est vrai que de temps en temps, ça m'est arrivé d'avoir des patients avec beaucoup de plaques. Et donc, j'avais décidé de polir avant de commencer à détartrer. Et il y a des raisons, et ça, on verra par la suite. Donc, c'est quoi en fait le biofilm? Le biofilm, c'est des bactéries. Donc, toutes les bactéries en bouche sont en fait responsables des maladies en bouche. Vos patients souvent ne connaissent pas les maladies en bouche, on va voir après. Mais les bactéries en bouche sont responsables des caries, des gingivites, des parodontites et sur les implants, mucocytes et périimplantites. Donc, le cycle du biofilm est assez long, mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a pratiquement que mécaniquement qu'on arrive à bien l'éliminer. Vos patients vont toujours vous demander c'est quoi le meilleur dentifrice, c'est quoi le meilleur rinçage, comment je peux faire pour éviter le tartre. Ben, en fait, on va gérer le biofilm. Donc, c'est important d'enlever le biofilm. Et c'est quoi le biofilm? C'est un amas de bactéries. Donc, en fait, en milieu aqueux. Donc, c'est comme ça que le Canadien, justement, Bill Costerton, qui a commencé justement à tout simplement à glisser sur une surface un peu glissante et s'est dit, tiens, c'est quoi ce biofilm? Il a étudié ce biofilm. Et le biofilm, c'est des bactéries dans tout milieu aqueux. Il y a des bactéries et les bactéries vont se fixer sur la partie dure. Donc, en bouche, on a de la salive, des bactéries, et la partie dure, c'est les dents. Donc, le biofilm sur la langue, sur les muqueuses, donc ça se desquame,
on peut tout simplement, ça va partir après 24 heures. Mais sur les dents, pas. Donc, c'est très, très bien organisé. Et donc, par exemple, vous pouvez utiliser pour vos patients ben, le spa, la piscine, le caillou dans la rivière. Moi, souvent, j'ai dit aux patients, c'est naturel. Ce qui se passe dans votre bouche, c'est naturel. Parce que les patients, souvent, ils disent, je brosse pas le matin parce que j'ai pas mangé. Alors, OK. Alors, on va voir après, mais en fait, les patients pensent toujours qu'ils brossent, c'est pour enlever la nourriture. Et c'est faux. Donc, les ongles qui sont inaccessibles, on est tous bien d'accord, donc les braquettes orthodontiques dans le sulcus. Moi, ça m'a complètement changé ma vie de pouvoir aller avec l'airflow sous-gingival, avec la poudre qui est à 14 microns, donc qui est hyper fine, dans les puces et fissures, sur les restaurations en composite, sur les implants et surtout sur la dentine exposée. Donc là, je vais passer vite, mais vous connaissez bien les maladies liées au biofilm. Donc, on peut perdre une dent, mais on peut aussi perdre un implant. Et c'est pour ça que c'est très, très important de pouvoir expliquer aux patients qu'il y a 2 maladies en bouche, carie et parodontite. Très souvent, les patients ne sont pas au courant. Donc, ils ne savent pas qu'une carie, c'est une maladie. Donc, en fait, les maladies liées au biofilm, on est tous d'accord, les caries, dans les régions cervicales, face proximale, occlusale. Je vais passer parce que vous êtes sûrement dentiste et puis vous connaissez très, très bien aussi le lien entre le biofilm et justement les maladies systémiques. Donc, ça, c'est important aussi de bien expliquer aux patients que la bouche, c'est un peu le reflet du corps humain. Et en fait, si c'est blessé, donc si on a beaucoup de poches en bouche, on a des infections, souvent, on ferme la bouche. Et on s'en rend pas compte, on le montre pas. Par contre, justement, si on avait une plaie sur le bras, on irait tout de suite chez le médecin nous ferait prendre des antibiotiques ou une pommade. Et puis, tant que c'est pas bien réparé, on va retourner chez le médecin. Mais en bouche, c'est facile, on ferme la bouche et c'est tout. Vous, en tant que praticien, quand vous voyez qu'il y a des saignements, qu'il y a de la suppuration, il y a une raison. C'est du biofilm et du tartre et des bactéries. Et donc, il faut les éliminer. Et si on ne les élimine pas, il peut avoir un passage au niveau du corps. Et dans certaines parties du corps humain, on a trouvé des AA, des PG qui n'avaient pas du tout d'affaires, si on veut, dans le cerveau ou ailleurs, parce que ça avait passé au-delà. Donc, c'est important de montrer aux patients que si on ne traite pas la parodontite, on peut avoir des répercussions sur la maladie, sur la santé générale. Une dent propre ne peut pas être malade. Et ça, il n'y a personne qui pourra me dire c'est faux. Donc, à moins que la dent, elle pousse avec un LIH, mais sinon, alors la dent, elle pousse en santé. C'est-à-dire que si elle pousse, après, si elle se carie, c'est pas un problème de la dent ou de la génétique ou que ce soit, c'est qu'il y a eu un problème sur la dent. Elle n'était pas propre. Là, je vous montre, j'ai un peu un jumelage entre 2 PowerPoint, donc 2 présentations. Et en fait, je vous ai mis la présentation de EMS sur le GBT, le protocole GBT, et je vous ai mis aussi dans le cabinet ce que j'utilise sur mon plateau ou pourquoi j'ai changé. Donc ça, c'est mon plateau à moi. Donc en fait, vous trouvez toujours le pelet de révélateur de plaques, ce qui est très, très intéressant parce qu'on n'a pas un liquide, vous ne savez pas aller partout dans le cabinet. Donc, vous pouvez utiliser que ce petit pelet de coton pour aller justement utiliser avec votre presse-sel sur les dents du patient. Alors, mettre un révélateur de plaques, ça prend 1 minute et demie. Donc, quand on fait les formations, je demande toujours aux étudiants de bien chronométrer quand je fais le révélateur de plaques, 1 minute et demie. Donc, en fait, on prend le pelet de coton avec le révélateur, on pose sur les dents, face vestibulaire, occlusale, et puis après, je finis lingual et palatin. Et on rince, on pré-rince pour déjà s'imprégner, voir un petit peu où est-ce qu'on va faire notre motivation. Et puis après, le patient peut soit rincer ou pas, ça fait 1 minute et demie. Ensuite, il y a toujours une pièce, donc une pièce à main piézon, une pièce à main airflow. La canule, donc la grosse canule pour les aspirations, pour éviter trop d'aérosols. Et la petite succion normale et l'Optragate, ça vous pouvez peut-être voir ou des fois vous voyez dans des vidéos, c'est un écarteur pour les lèvres qui est très pratique pour travailler. Ensuite, ça, moi, ce qui m'a beaucoup changé, c'est que j'ai utilisé les dernières technologies. Et donc ça, pour un praticien, c'est très intéressant. Et si on se respecte un petit peu, on a quand même envie de travailler avec des bons outils.
Au début, c'est vrai que moi, c'était pour moi. Mais après, je me suis rendu compte que pour les patients, c'était extra et très souvent, ils m'en ont donné des bons, vraiment feedback. Donc ici, voici le protocole GBT. Je ne sais pas si peut-être que vous avez jamais vu, mais en tout cas, c'est un protocole qui est complet. Vous allez pouvoir justement voir tous ces... donc, il y a ici, vous avez les cercles ou les étapes. Donc, ça ne change pas grand-chose du traitement traditionnel, à part qu'on va faire une mise en évidence. Donc, on commence toujours le traitement par une évaluation. Aussi, on va regarder les tissus et ensuite on va mettre en évidence le biofilm, on va motiver sur le biofilm, sur le biofilm qui est présent. Ensuite, on va enlever le biofilm. Donc là, l'idée, c'est vraiment de polir ou d'airflosser. Donc, on parle plus de polissage dans le protocole GBT parce que le polissage, c'est quoi? C'est d'enlever de la matière. Parce que le polissage, ça veut dire ça. On va plutôt prendre une poudre qui n'est pas du bicarbonate, qui est de l'érythritol, qui est à 14 microns, donc le micron. Donc, en fait, le bicarbonate, il est à 46 microns. Et donc là, le 14 microns, ça va nous permettre de détruire ou de désorganiser le biofilm sans justement aller altérer la gencive, l'émail, et on va pouvoir aussi enlever les colorations. C'est ça qui est intéressant par rapport à la glycine. La glycine, c'était très doux, très bien, mais on ne pouvait pas vraiment enlever de coloration. Tandis que maintenant, on peut enlever aussi des colorations de café. Alors, on va commencer par l'airflow. On va éliminer tout bien le biofilm. Donc, on va rendre, si on veut, la bouche propre. Et ensuite, on va soit, si c'est en maintenance, on va traiter avec le PerioFlow. Donc ça, c'est une petite buse qu'on peut mettre dans les poches qui sont normalement assainies, mais on peut aller enlever le biofilm dans les poches. Mais après, on va passer directement au PerioFlow, au piedzon. Donc le piedzon, ça c'est important. Donc le piedzon, c'est ici, c'est l'étape numéro 6. Le piedzon, c'est pour éliminer le tartre. Donc on va enlever le biofilm, les colorations au maximum, et ensuite avec le piedzon, PS. Donc le PS, c'est le seul, c'est une des seules pointes qu'on va utiliser, parce qu'on va l'utiliser presque à 95% des cas. C'est une pointe qui est très fine, on va voir après. Et c'est une pointe qui est très fine et qui va vraiment vibrer linéaire et qui est très, très, très doux parce qu'on a un no-pain, donc c'est un petit boîtier dans l'appareil qui permet de communiquer avec la pointe d'ultrason. Donc, quand la pointe d'ultrason elle est sur une surface comme du tartre, ça va vibrer plus. Et puis, lorsqu'on est sur du sément ou de l'émail, ça va vibrer différemment. Donc, pour le patient, c'est hyper confortable. Quand on a essayé d'éliminer tout le tartre qu'on a pu, parce qu'on peut aller jusqu'à 10 mm avec cette pointe d'ultrason, on va faire le contrôle. Donc, on va utiliser soit le fil dentaire, soit les instruments à la sonde à tartre. On va vraiment utiliser tout ce qu'on peut pour voir si on a bien éliminé tout le tartre. Si on n'a pas éliminé tout le tartre, soit qu'on va revoir le patient, ou soit qu'on va justement donc revoir le patient dans une courte durée ou demander au patient le rappel. Donc, le rappel sera toujours par rapport à son évaluation du départ, à son risque carieux aussi. Donc, on va voir j'arrive pas à... Jérôme, je sais pas. Passer. Oups. Voilà. Donc, les 5 règles de la GBT, en gros, hein, donc, qu'est-ce qui rend différent ce protocole GBT? C'est toujours de rendre le biofilm visible. On va commencer par l'airflow, c'est ce que je vous ai dit. Hein, donc, c'est ça que la grosse différence, c'est qu'on commence par éliminer le biofilm, ce qu'on faisait avant. Ensuite, on va utiliser que le piedzon PS. Et si on a besoin d'utiliser, on va utiliser un autre instrument, d'autres piedzons, le PSR et le PSL. Et puis, on va surtout pas polir. Ça m'a pris un peu de temps, j'avoue, à peu près un mois, à me dire, OK, je vais arrêter de polir. Donc, j'expliquais bien aux patients que je voulais être le plus conservateur possible. Donc, maintenant, le protocole GBT, la philosophie, si on veut, du protocole GBT, c'est d'être le plus conservateur possible de la structure dentaire. Les cheveux, la peau, les ongles, on peut couper, ça se régénère. La dent, pas. Donc, le patient, il comprend très vite ça. Hein? Donc, on va dire, on essaie d'aller le moins possible, on va moins possible abîmer vos dents et ça va permettre de garder vos dents avec le moins de problèmes possible. Donc, pas d'hypersensibilité, pas de déchaussement. Et là, le patient, il est souvent très d'accord. Donc, on va pas polir et on va
utiliser le moins possible les instruments manuels. Donc, on va passer les étapes donc, du protocole étape par étape. Maintenant, je vais peut-être passer plus vite sur certaines slides. Et puis, si jamais après vous avez des questions, ben, vous pourrez me poser la question après. Donc, comme on a dit, l'évaluation et les mesures d'hygiène. Donc, c'est clair, on va prendre des mesures aussi d'hygiène pour nous. Donc, avec le COVID, on a appris plein de choses. Donc, par exemple, de faire rincer le patient avant le traitement. Et on va évaluer justement, faire l'anamnèse comme vous faites normalement lors de vos contrôles. Donc, l'anamnèse qui va être assez complet avec tout ce qui est allergie, maladies, médicaments, essayer de voir les liens aussi, les facteurs de risque, des maladies parodontales. Donc, des fois, les patients ils sont un peu surpris quand je demande est-ce que vous êtes stressé sur une échelle de 5? Est-ce que vos parents ont encore leurs dents ou avaient toujours leurs dents jusqu'à la fin. Par exemple, s'ils sont fumeurs, c'est clair. Et puis, leur dernier détartrage. Donc, ça fait partie des facteurs de risque des maladies parodontales et c'est important d'en parler déjà au début. Et ensuite, on va faire une évaluation des risques aussi de caries. Donc là, vous avez dans le cours, justement, plusieurs choses à voir, mais effectivement, on va faire le sondage. Et ça, c'est important de passer au peigne fin la cavité buccale avant de traiter le patient. Donc, en fait, le sondage va nous permettre de voir beaucoup de choses, mais surtout, ce qui est intéressant chez nous ici, dans le protocole GBT, c'est surtout, on ne va pas faire de périoflow en présence de suppuration. Toujours dans l'idée que si on va sous gingival avec de l'air, avec une poudre, on a un risque d'emphysème. Ensuite, on va faire une mise en évidence. Donc, c'est ça qui change beaucoup. Moi, j'adore. Alors, c'est vrai, on va appliquer un révélateur de plaque. On peut l'appeler liquide diagnostic. En Belgique, par exemple, à l'école d'hygiéniste, ils appellent ça liquide diagnostic. J'aime bien. Des fois, avec les adultes, je vais utiliser ce nom. Après, on peut dire révélateur de plaques, colorant, je sais pas. Et je demande toujours au patient, est-ce que je peux faire ça? Parce que je me dis que c'est quand même intrusif et le patient peut être un peu choqué quand c'est un peu bleu. Mais de tous mes patients, il n'y a jamais personne qui m'a dit non, je veux pas. Donc après, tout part après avec le protocole GBT. Donc après, on va rincer et puis ensuite le biofilm est révélé. Ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, donc là, vous avez aussi une indication. Si vous voulez refaire vos anamnèses, par exemple, si vous utilisez maintenant le protocole GBT, ben vous pouvez rajouter ces produits ou dans la liste des allergies, par exemple. Donc moi, c'est vrai que j'utilise toujours le biofilm, le révélateur de plaques. Donc EMS a conçu justement ces pellets de coton et ça c'est très bien pour l'étaler si on veut sur les dents. Donc par exemple ici, donc la mise en évidence en 1914, donc donc on a inventé le révélateur de plaques. Donc, à peu près 80% des praticiens connaissent, mais il y en a peut-être 10% qui le font vraiment. Donc, c'est vrai que moi, j'ai travaillé pendant 20 ans et j'ai pas fait justement de révélateur de plaques du tout. Donc, ce pellet de coton, il nous permet de travailler rapidement et aussi de pouvoir vraiment travailler aussi un petit peu interdentaire, d'aller vraiment mettre le colorant, vraiment l'étaler presque sous le sulcus, aussi interdentaire. Et on n'en met pas partout. Donc, ça, c'est aussi important de le dire. Hein? Donc, il n'y en a pas partout sur le plateau. Après, on a toujours une précelle et on va le jeter directement après. Ensuite, on va motiver sur la mise en évidence. Donc, ça, par exemple, c'est mon fils. Donc, quand il avait ses taquets après ses Invisalign, donc là, on fait le révélateur de plaques. Donc, on va utiliser ce révélateur sur les dents. Et ensuite, on rince. Donc, ça, c'est une des premières fois qu'on a fait le GBT après qu'il ait eu ses Invisalign. Donc là, on peut voir, par exemple, au niveau des taquets, un peu de bleu ici. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des endroits où c'est rétentif, où c'est dangereux, si on veut, d'avoir du biofilm et ça pourrait causer des déminéralisations. Donc au cabinet, moi maintenant, ça m'a permis aussi de changer mon discours. Et puis très souvent, en fait, j'avais souvent des amis qui voulaient venir et disaient « Non, tu ne me dis pas de mieux me brosser les dents parce que je me brosse les dents. »
Puis je disais, ben, bien sûr, c'est clair qu'ils se brossent les dents. Et tout le monde se brosse les dents. Je sais pas en France, mais en tout cas, normalement, tout le monde se brosse les dents. Mais maintenant, comment c'est fait? Et donc là, j'ai commencé à dire au cabinet, on se brosse plus les dents. On va gérer son biofilm. Et même les enfants arrivent très bien à comprendre ce phénomène. Donc en fait, il faut vraiment se dire, moi j'aimerais bien faire un micro-trottoir où justement on demande aux gens pourquoi vous vous brossez les dents ou qu'est-ce que vous enlevez en brossant vos dents. Et à 99%, et quand je donne des conférences, je pose toujours la même question, à 99%, tout le monde dit c'est pour enlever la nourriture. Donc là, je dis pas si je demande ça à un dentiste ou si je demande ça à une hygiéniste ou une assistante, mais si vous êtes dans votre famille, demain, vous posez la question, ah oui, j'ai une petite question, quand tu brosses tes dents, qu'est-ce que tu penses que tu vas enlever? La majorité des gens vont vous répondre la nourriture. Alors, j'ai un patient aujourd'hui, elle m'a répondu exactement ça. Ou sinon, ils vont dire la laine, avoir une meilleure haleine, ou enlever les tartres. Aujourd'hui, j'ai eu une petite patiente, pourtant, c'est pas la première fois qu'elle vient chez moi, et j'ai demandé, je dis, mais parce que tu te rappelles pourquoi tu te brosses, qu'est-ce que tu veux enlever quand tu brosses tes dents? Elle m'a dit, le tartre. Il y en a aussi qui répondent qui veulent enlever les caries. Donc, en fait, tout est mélangé. Donc, ils brossent pour enlever les caries. Puis on dit, ben non, pour éviter les caries. OK, on a un petit mot entre deux, mais c'est vraiment faux ce qu'ils disent. Donc, leur discours est vraiment faux. Donc, moi, j'aime bien leur dire, c'est faux. C'est faux tout ce que vous me dites. On ne se brosse pas les dents pour ça. Et là, ils se posent un peu une question. Et en fait, je leur dis, mais c'est totalement logique de penser qu'on brosse pour enlever la nourriture. Pourquoi? Parce qu'on brosse après chaque repas. En général, on les a éduqués à brosser après chaque repas. Quand vous vous êtes lavé les mains, ben, vous le faites avant, donc c'est normal que c'est pour enlever les bactéries. Tout le monde connaît, tout le monde sait en fait pourquoi ils se lavent les mains. Et là, vous demandez, vous ferez le test, vous demandez à vos patients, 3 ans et demi, 4 ans et demi, ils sont tout petits, on demande, mais pourquoi vous vous lavez les mains? Et ils vont tous répondre, ben, en plus avec le COVID, c'est super, hein? Donc ils ont compris. Donc bactéries, pour enlever les microbes, pour enlever les virus. Puis je dis, OK, donc je vais un peu plus loin. Et je leur demande, mais alors pourquoi tu dois enlever ces bactéries? Puis ils me regardent, puis ils me disent, ben, pour enlever, pour pas être malade. Donc ils savent très bien qu'ils se lavent les mains pour enlever les bactéries, pour pas être malade. Alors je leur dis, ben, pour les dents, c'est la même chose. Donc on va brosser ses dents pour enlever les bactéries. Parce que les bactéries nous donnent des maladies en bouche. C'est lesquelles? Et là, très souvent, ils n'arrivent pas à me répondre. Et des fois, la maman, elle me regarde, elle dit, avec un gros point d'interrogation, la carie? Et moi, je leur dis, mais bien sûr, la carie et les maladies de gencives, gingivite, parodontite, mais personne ne connaît ça. Donc, comment on veut bien se brosser les dents, bien éliminer le biofilm, si déjà, on ne sait pas pourquoi, ou si déjà, on sait que c'est faux ce qu'on fait. On se brosse les dents pour enlever la nourriture. On regarde, il n'y a plus le petit bout de jambon, c'est bon, je peux m'arrêter. Et en fait, c'est pas du tout ça. Donc, c'est une rééducation complète du patient à comprendre super bien qu'est-ce qu'il a en bouche et qu'est-ce qu'il doit gérer. Et avec le protocole GBT, c'est vrai que pour moi, ça m'a terriblement aidé à faire passer en fait aux patients que c'est pour enlever les bactéries. Donc j'étais très frustrée parce que c'est vrai que sans révélateur de plaques, sans caméra intraorale, comment on veut motiver un patient? Franchement, c'est la croix et la bannière. Et puis, je trouvais aussi que les patients, en général, quand on leur parlait de brossage de dents ou quand on leur parlait « Ah, mais là, tu t'es pas bien brossé les dents » ou vous devriez mieux vous brosser les dents », très souvent, eux, ils étaient déjà plus dans la conversation, ils réfléchissaient à d'autres choses. Sûrement qu'ils me traitaient de hygiéniste dentaire qui est toujours en train de se plaindre parce que ses patients, ils n'ont pas une bonne hygiène, mais que lui, de toute façon, il se brosse les dents ou qu'elle, elle se brosse les dents et que ça va très bien. Donc, en fait, je trouvais que le patient n'était pas très intéressé par sa condition buccale. Et c'est pour ça aussi que je me disais, ben, peut-être que je vais m'arrêter, franchement, d'être hygiéniste, parce que c'est un métier qui est hyper compliqué. Alors, en fait, la motivation, le révélateur de plaques, ça nous aide énormément, justement, à avoir un traitement qui est efficace. Donc, on va vraiment motiver le patient, le patient va bien comprendre ce qu'on est en train de lui dire, et peut-être qu'à la maison, ça va se passer mieux. Donc, faciliter la motivation au maximum. Et puis après, ben, comme vous le savez déjà, donc on peut motiver les patients avec tout ça. Donc, en fait, au cabinet, moi, j'ai un écran comme ça sur le fauteuil.
qui permet de voir avant-après. Donc, moi, j'ai une caméra intraorale sans fil qui permet de faire des photos justement avant-après le traitement. Donc, on va enlever le tartre et après, on va montrer au patient les dents sans tartre. Et souvent, là, il voit aussi que la gencive elle est quand même un petit peu irritée. Et donc, il va poser des questions et on va se poser des questions ensemble sur les photos, ce qui est très, très intéressant. Et ça permet aussi, donc ça c'est l'ordinateur avec lequel je travaille après avec le patient. Donc il y a un bureau au cabinet et le bureau sert à discuter avec le patient avant, après. Donc en fait, là, vous voyez qu'il y a des photos avec le révélateur de plaques et à la fin, il y a la photo où il n'y a plus le révélateur de plaques. Donc le patient, il sait qu'on a mieux travaillé et qu'il n'a plus de biofilm non plus sur ses dents. Donc ça, c'est un patient, par exemple, qui est venu au cabinet. Alors, au tout départ, ben, il avait vraiment beaucoup de biofilm. Mais surtout, ce qui est important de dire, c'est quand on voit la photo comme ça ou quand on explique au patient, ben là, on peut dire, ben, on peut commencer par le positif en disant, waouh, alors là, on voit que tu brosses hyper bien ici parce que partout où c'est blanc, c'est là où la brosse elle est très efficace. Partout où c'est rose, c'est quand même une région où peut-être que tu y vas, mais là, ça fait quelques heures où il y a des bactéries où tu n'es pas allé. Et les régions un peu plus bleutées, c'est des régions qui sont vraiment très chargées en bactéries. C'est un biofilm qui est mature. Biofilm mature peut nous donner justement des maladies, gingivite par exemple. Donc en fait, elle est revenue quelques mois après, donc 6 mois après. C'était un peu mieux, mais pas quand même bien au niveau des collets. Ça nous permet de suivre le patient et de dire, ben, malheureusement, aujourd'hui, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Et après, il est revenu après, et là, on voit que les incisives étaient beaucoup mieux nettoyées. Donc, sa maman m'avait demandé, mais elle lui a demandé, elle a dit, mais t'as fait quoi? Puis elle a dit, mais j'ai juste compris. Alors ça, c'est intéressant, parce que je trouve que, en fait, quand c'est visuel, donc le révélateur de plaques, il est très visuel, les patients peuvent se voir avec le miroir ou avec la caméra intraorale, on peut faire des photos. Donc, c'est très important pour le patient de visualiser, puis de aussi, après, moi, je prends la brosse à dents et j'enlève le biofilm devant le patient, sans dentifrice, et là, il voit que ça part. Et là, c'est important de dire, ben voilà, même sans dentifrice, mécaniquement, j'enlève le biofilm, et le dentifrice va nous emmener, bien sûr, le fluorure, mais à part ça, le biofilm peut être géré sans dentifrice. Et là, ça commence à être très intéressant, et surtout, ça permet de voir aussi si les brosses sont efficaces ou pas. Donc, j'oublie, ça c'est Confucius qui l'a dit il y a très longtemps. J'oublie. Donc, quand on dit au patient, ben, brosse-toi mieux les dents, et puis il sort de la salle, ben, effectivement, ben, le patient, il a rien, il va oublier, ou il va savoir, mais il va pas faire grand-chose. Je me souviens, donc là, il commence à se dire, ah oui, c'est vrai, je me rappelle qu'à droite ici, j'avais beaucoup de biofilm. Et quand on fait faire le brossage au patient, ou quand on le fait sur le patient, ben là, il retient beaucoup mieux. Ensuite, on va airflosser. Donc, on va vraiment utiliser une poudre. À 95%, je vais utiliser la même poudre. Donc, bicarbonate de soude, j'utilise que à la fin s'il y a vraiment des taches que j'arrive pas à enlever. Mais vraiment des taches de gros fumeurs. Mais sinon, quand c'est un patient de maintenance, souvent on arrive à tout enlever avec la poudre plus. Donc, on va utiliser cette poudre aussi coronaire et aussi sous-gingivale dans le sulcus. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il y a de l'eau qui va guider justement la poudre. Et la poudre sera dans le milieu. Et ça va être important comme un Kärcher. On va pas l'utiliser à 90 degrés. On va l'utiliser vraiment dans un angle de 15 à 80 degrés. À 80 degrés. Donc, c'est important de travailler avec une grande canule parce qu'effectivement, il y a quand même, on doit ramasser justement tous les aérosols. Donc, on peut travailler à 4 mains ou à 2 mains, mais à 2 mains, il faudrait aussi utiliser la petite canule et puis aussi l'Optragate. Donc là, on voit la différence. Si on n'utilise que la petite canule, on a zéro, on enlève zéro d'aérosol et avec la grande canule, on arrive quand même à éliminer. Moi, je mets toujours des lunettes aux patients avec l'Optragate et là, les lunettes me donnent un petit peu l'idée si ça a été bien aspiré ou pas. Donc, c'est important d'utiliser une aspiration vraiment efficace. Donc là, on voit un petit peu l'angulation de la pièce à main qui est très, très légère. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont posé la question justement, est-ce que le ND, c'est bien? Ce sera plutôt occasionnel. Si jamais vous faites pas beaucoup de détartrage et puis que vous voulez juste enlever de temps en temps des colorations, OK. Mais si vous voulez vraiment faire le GBT et puis vraiment avoir une différence sur vos patients, il faut utiliser l'appareil complet.
Donc là, la poudre érythritol, c'est une poudre qui est vraiment hyper bien parce qu'elle est douce. On peut aller sur la langue, on peut aller sur toutes les muqueuses, on n'a pas de risque de blesser. Et maintenant, c'est aussi écolo, donc ils ont une bouteille maintenant, au lieu de 4 bouteilles en plastique, ils ont une bouteille qui fait gourde après. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit granulométrie unique et c'est important de voir que là, vous avez la pério ou la glycine où on voit des différences assez importantes au niveau des grains. Et puis, on voit l'érythritol qui a des tout petits grains qui fait comme si c'était du sable. Donc, quand vous passez avec l'airflow, le patient, il sent rien. Par contre, vraiment, ça désorganise le biofilm facilement et vous éliminez vraiment le biofilm partout dans le sulcus de façon très efficace. Le bicarbonate aussi, et on ne doit jamais l'utiliser sur les gencives. Jamais. Ou sur les bagues orthodontiques. Jamais, jamais. Donc, en fait, ça va abîmer tout ce qui est résine, élastique, et puis aussi la gencive. Alors là, à éviter. Donc, toujours, si on utilise le bicarbonate de soude, ou la classique, on va l'utiliser direction coronaire. Donc là, on voit que l'érythritol, c'est comme du xylitol, si on veut. Donc, c'est un édulcorant qu'on trouve dans la nature, mais aussi, ça convient aux diabétiques. Donc, par rapport à la poudre bicarbonate, alors là, on avait justement des problèmes pour les gens qui étaient avec un régime avec du sel. Là, maintenant, il n'y a plus de problème avec ça. Donc, on peut imaginer aussi, maintenant qu'on sait que le xylitol, il a une très, très bonne... il change vraiment les bactéries en bouche. Ça va éviter justement, ça va éviter que les streptocoques mutants et lactobacilles se régénèrent très vite. Donc, on va un peu combattre le biofilm buccal après à peu près 3 mois. Donc, on voit la différence un petit peu avec l'érythritol, le xylitol, sorbitol et puis le contrôle. Donc, l'érythritol a une très, très bonne, très, très bonne étude là-dessus. Donc, vous pouvez lire toutes les études sur le site DMS, si jamais, sur toutes les études qu'on a fait. Et puis, ça permet un petit peu aussi de comprendre que c'est hyper intéressant d'utiliser des bons produits. Donc, moi, j'avais aussi des hygiénistes-dentaires qui ne savaient pas qu'est-ce qu'elle utilisait comme poudre, par exemple. C'est ce qu'elle avait dans son cabinet. Et donc, elle utilisait une poudre sur un patient, mais elle ne savait pas la granulométrie. Elle ne savait pas non plus peut-être comment l'utiliser. L'Airflow Plus, on peut utiliser vraiment partout. Donc, on a vraiment une bonne utilisation. Et là, on voit un petit peu la différence entre la bicarbonate de soude sur un verre ionomère et sur l'émail. Donc, on voit que l'érythritol n'a pas du tout d'incidence ou d'usure. Donc, vous avez aussi des recherches là-dessus. J'aime aussi beaucoup ces images parce que là, ici, on voit la dent naturelle, l'émail, on voit du biofilm. Et puis, après un polissage avec une pâte abrasive de juste 27, et on a quand même des petites rayes. Et puis maintenant, avec l'air flowing, on va avoir que l'émail et on va pas justement altérer du tout l'émail. Donc, l'Airflow Max, c'est vraiment super bien parce qu'on peut aller sous gingival. Donc, c'est ce qui fait une grande différence pour nous, en fait, hygiénistes. C'est que des fois, il y avait vraiment du biofilm sous la gencive. Donc, on allait chercher avec les instruments manuels. Et puis, là, maintenant, on peut enlever qu'avec, justement, l'Airflow. Donc, le patient, c'est clair que de passer une curette ou de passer l'Airflow, c'est différent et c'est beaucoup plus agréable. Et on voit une énorme différence au niveau de la gencive ensuite. Donc là, vous avez un petit peu le contrôle. Donc, vous avez la gencive avec le conjonctif et puis l'érythritol, on va pas du tout abîmer justement le conjonctif. Tandis qu'avec les curettes, là, on voit la différence. Donc, c'est vrai que les patients, en général, ils n'aiment pas trop le passage des curettes. Donc ici, vous avez une vidéo qui vous explique un petit peu comment fonctionne l'Airflow. Donc, l'Airflow Max, ça a été, avant c'était l'Airflow, maintenant c'est l'Airflow Max. Et on a une efficacité encore et moins d'aérosol aussi. Donc, on va l'utiliser vraiment par 90 degrés, entre 15 et 80. Et on va l'utiliser en mouvement vraiment pas circulaire, mais des demi-cercles.
Et donc, là, vous allez voir justement sur un patient simple, vous allez normalement. Donc, vous allez travailler de façon coronaire. Donc, moi, je fais toujours direction coronaire déjà au début. Et ensuite, on angule l'instrument vers le sulcus et on va essayer d'éliminer vraiment sous la gencive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec justement la pression, il y a le sulcus qui se soulève un petit peu et là, on peut aussi imaginer, mais là, on voit le tartre, par exemple, qui reste. Et on peut aussi se dire, ben voilà, après, on va aller travailler, par exemple, lingual sur les 6 et les 7, on peut voir. Dans les pupilles et fissures, hyper intéressant, et sur la langue aussi. Donc là, pour les braquettes, ben voilà, j'ai pas besoin de vous dire que c'est super intéressant parce que sans ça, je sais pas comment on faisait avant. Donc là, on peut travailler vraiment sur tout. Donc avec l'érythritol, on peut travailler vraiment partout sans éliminer, sans altérer justement les élastiques ou les braquettes. Et c'est intéressant aussi parce qu'on va justement travailler sous-gingival aussi, donc éviter les hyperplasies, par exemple, en ortho. Maintenant, sur les implants, on peut travailler avec cette poudre, avec l'érythritol, c'était trop abrasif. Donc maintenant, on peut travailler aussi sur les implants. Donc s'il n'y a pas de poche ou s'il n'y a pas de pseudo-poche, on peut travailler avec le PerioFlow. Et ça, on peut aller aussi interdentaire, on va travailler dans les joints justement des résines, par exemple, et ça va nous permettre vraiment de travailler efficacement. On a l'impression, après, les patients, ils sont vraiment très contents. Et c'est très agréable en plus. Donc là, vous avez vu un petit peu les cas de figure. Là, vous avez justement en orthodontie, donc après. Et puis, c'est vraiment très efficace. Il y a l'eau chaude. Donc ça, c'est super important aussi. Au début, quand j'ai acheté l'appareil, je me disais, est-ce que l'eau chaude, les patients vont vraiment voir? Et oui, donc les patients trouvent ça très agréable. Donc quand on passe l'airflow, l'eau est chauffée. Donc on peut définir quelle température on veut, mais l'eau est chauffée. Donc ça c'est super agréable parce que justement on a vraiment, on sent presque pas le traitement et les patients m'ont dit très souvent, moi j'avais beaucoup de sensibilité sur les collets, maintenant vous pouvez travailler sans problème. Et toujours aussi avec le pied-de-zon. Très efficace justement sur le sément, on a moins justement on altère beaucoup moins le sément avec l'airflow, avec l'érythritol qu'avec les curettes manuelles. Si vous avez une tache sur un collet ou si vous avez un biofilm, alors il faut surtout pas l'enlever avec des curettes ou bien on va essayer de pas trop prendre non plus le pied-de-zon. On va essayer de faire qu'avec l'airflow. Donc, c'est important de travailler vraiment de façon, c'est ça un peu la philosophie justement du GBT ou du protocole GBT. On va essayer d'utiliser les instruments les moins abrasifs et en essayant d'éliminer le plus possible. C'est pour ça qu'on va essayer d'utiliser toujours que le pied-de-zon et très peu les instruments manuels en se disant on va y arriver. Et puis après, on va utiliser si on a besoin une curette, mais ça c'est maintenant très rare pour moi. Donc, en fait, même chose. Donc, ça, c'est les recommandations d'utilisation. Je vais aller un peu plus vite. Donc là, ici, vous avez justement le mouvement à utiliser l'airflow. On va plutôt faire des demi-cercles comme ça. Après, les réglages, ça, c'est si une fois que vous avez l'appareil, ben, vous pouvez faire un cours ensuite avec l'appareil. Le PerioFlow, je vais aussi passer un peu rapidement, mais ça va être d'éliminer en fait le biofilm dans les poches parodontales ou périimplantaires ou des endroits difficiles d'accès. Donc, ça, c'est super intéressant parce qu'on peut aller dans les poches et on va faire le même résultat que l'airflow, mais dans les poches. Vous avez une buse maintenant qui est travaillée, qui a une rainure de côté, qui permet aussi d'éviter l'emphysème. Et puis, il y a quand même une technique qui est assez importante qu'on va voir après à avoir. Il faut quand même apprendre à l'utiliser. Comme j'ai dit, on ne l'utilise pas en milieu de suppuration. Donc, le PerioFlow, on va les utiliser quand il y a des mycocytes, quand il y a des longs piliers, par exemple comme ça. Et puis, on va arriver à travailler et essayer d'éliminer le plus possible de biofilms. Donc, partout, justement, où c'est difficile d'accès. Donc là, vous allez avoir le vidéo du PerioFlow. Donc, le PerioFlow, moi, j'utilise assez peu, mais je l'utilise quand même s'il y a des poches, par exemple, où je sais que c'est assigné, par exemple, le distal des 7 ou une dent de sagesse, ou là, je vais utiliser justement le PerioFlow quand il vient en contrôle. Après,
Je pense que ça peut être vraiment utilisé dans vos pratiques avec les implants en maintien. Et voilà. Donc là, c'est vraiment hyper efficace dans les poches pour essayer d'enlever justement le biofilm. Et le biofilm dans la poche, elle va réagir vraiment différemment parce que justement, on va avoir éliminé le biofilm. Donc, et c'est important de passer le PerioFlow avant le piéton parce que justement, avec le piéton, on peut abîmer. Donc, on va essayer de passer toujours tout ce qui est moins abrasif au départ et surtout pour éviter l'emphysème parce que si on passe l'ultrason, par exemple, le piéton et puis après le PerioFlow, on peut peut-être avoir un emphysème plus facilement. Donc, on va toujours utiliser aussi la poudre érythritol, ça c'est important, hein? Pas de bicarbonate de soude dans ces régions, surtout pas sous-gingival, surtout pas dans la gencive. Donc ça c'est important aussi parce que j'ai eu beaucoup de dentistes dans les sessions où ils disaient ah non, j'utilise du bicarbonate, je vais sur les gencives. Alors important si vous utilisez une fois le PerioFlow, toujours avec une poudre très très douce à 14 microns. Donc, on peut aller jusqu'à 9 mm. Et quand on travaille, on va travailler 5 secondes dans chaque site environ. Et toujours avec un mouvement qui va commencer dans le fond de la poche. Et ensuite, on va reculer à chaque fois. Et ça nous permet justement d'éliminer le biofilm dans les endroits difficiles d'accès. Donc maintenant, on va passer aux ultrasons, donc aux piétons. Et donc là, on a l'EPS. Donc l'EPS qui est à 95-95% des cas hyper bien. Donc il va aller entre les dents, sous-gingival, interdentaire, dans les antérieurs, très bien. Et quand il y a beaucoup de tartre, je dirais premier rendez-vous du tartre noir, sous-gingival, si on va commencer à détartrer, on va commencer à détartrer avec le PSL ou PSR qui est vraiment beaucoup plus puissant. Et on a le PI Max. Le PI Max, ça c'est un nouvel instrument. Avant c'était en céramique, maintenant c'est en plastique et téflon. Et là, on va pouvoir utiliser ça autour des implants. Donc ça c'est pour éliminer le tartre restant. Donc on a vu l'airflow, le PerioFlow. Et ça, le PerioFlow et l'airflow, c'est vraiment pour enlever le biofilm, donc les dépôts qui ne sont pas tartriques. Ensuite, on va enlever le tartre avec le piéton. Donc le piéton qui est très important de savoir qu'il existe plusieurs sortes de pointes. Et ici, on a l'EPS. Et l'EPS, vous avez vu comme il est très long. Alors, c'est très fin, très long. Et donc, on va pouvoir aller dans tous les espaces interdentaires, sous-gingival, les antérieurs. Alors, on utilise dans le GBT, en tout cas dans le protocole GBT, on va utiliser à 95% des cas cet instrument. Ensuite, vous avez le PSR, PSL, vous voyez les différences un petit peu. Ici, je vous en ai parlé. Donc, je vous en ai parlé, c'était le petit boîtier NoPain qui est dans tous les appareils maintenant DMS. Ces appareils, justement, ce petit boîtier va communiquer avec la pointe d'ultrason et ça va adapter la puissance par rapport à la structure. Ça, c'est très intéressant. Et c'est surtout le patient qui va voir la différence. Donc, j'ai beaucoup de patients, par exemple, qui voulait plus d'ultrason. Il disait, j'ai pas envie d'ultrason, je veux pas d'ultrason, ça me fait trop mal. Et je disais, mais on va essayer celui-là, c'est vraiment le plus léger, le moins traumatique, le moins traumatique, je veux dire. Donc en fait, ils essayaient, et puis après, ils se sont rendus compte que c'était complètement autre chose. Donc maintenant, je peux utiliser l'ultrason. Donc, mes frustrations, pourquoi j'ai changé dans le traditionnel au GBT, au protocole GBT, c'est que aussi j'avais une fatigue morale et physique. Physique parce que de polir avec une pâte à profit, il faut appuyer très fort avec les instruments manuels, il faut aussi y aller. Et puis, j'étais pas crédible sans biofilm non plus. C'est vrai que les instruments manuels, moi, j'avais souvent des gens qui me disaient, si je disais chez hygiéniste dentaire, ils me disaient, oh mon Dieu, quelle horreur. Donc, en fait, j'avais une réputation, pourtant, malgré que j'essayais de faire les traitements le plus doux possible, j'avais vraiment une réputation, voilà, toi, tu fais mal, c'est l'hygiéniste dentaire, ça fait mal, tout ça. Qui aime aller chez les hygiénistes dentaires? Moi, je me disais, mais quelle horreur, pourquoi je fais ce métier? Pourtant, j'aime bien, mais voilà, c'est vraiment, on avait une grande réputation de faire mal. Et puis surtout, moi, ma frustration,
c'est que des fois, des patients me disaient, mais on va dans l'espace, on va sur la Lune, puis vos instruments, ils font encore mal, vos instruments, ils font encore plein de bruit, je comprends pas. Et en fait, c'est vrai que moi, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, ben, c'est vrai que nos instruments, nos curettes, nos cupules, ça fait 45 ans que ça existe, puis c'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas eu d'évolution. Et surtout, ben, quand on voit les bagues maintenant, où il y a pratiquement tous les ados qui ont des bagues, on se dit, ben, quand même, c'était pas très adapté. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé que le pied-de-zon, pour moi, ça a changé un peu ma vie, parce que c'est vrai que ma vie d'hygiéniste, parce que ce pied-de-zon-là, il fait pas mal aux patients, et surtout, j'arrive à bien travailler. Parce que c'est ça aussi l'idée. C'est quand on est une vieille hygiéniste de 20 ans, on se dit, mais quand je travaille, je veux que ce soit efficace. J'ai pas envie que mes patients ils repartent avec du tartre ou qu'ils reviennent et c'est comme si j'avais rien fait. Donc ça, c'est important aussi de se dire que justement, même si on travaille qu'avec des instruments et donc piétons, on a vraiment une super efficacité. Donc, le pays, ça c'est justement un... Donc là, vous avez ici le pays qui est ici, qui va être sur les restaurations. Par exemple, si vous avez des facettes ou si vous avez des composites, on va plutôt utiliser le pays s'il y a du tartre. Et puis, autour des implants aussi, le pays. Donc ça, c'est très important d'utiliser les bons instruments au bon endroit. Donc là, j'ai passé un peu vite tous ces objectifs parce que pourquoi on utilise le PI. Voilà, c'est un instrument en pic, en plastique, qui vient de sortir sur le marché. Et puis, il va travailler vraiment super bien sur les dents de lait, sur les implants, sur les résines, sur les facettes. Et c'est quand même, voilà, on peut utiliser sur toutes les dents, c'est pour éliminer le tartre. Donc, quand vous faites, par exemple, des cours avec des SDA, ce que je donne, ben, on va avoir un hands-on où on va essayer ces instruments. Mais en tout cas, c'est vraiment un instrument qui est très efficace, qui ressemble au PS, mais avec une structure en pic qu'ils appellent. C'est un peu plastique et téflon. Ça s'use malheureusement, donc on va avoir 25 à peu près utilisations. Ça se stérilise et donc ça est utilisé surtout comme EPS, même chose, linéaire, et on va travailler justement sur les implants. Donc, pour ceux qui se posent la question, sur les implants, quel instrument on va utiliser dans la GBT? On va utiliser le pays qui a maintenant cette nouvelle tête. Donc, on peut stériliser et après, on a un outil qui nous permet de le mesurer comme on a l'outil. Donc, ça, vous voyez ici, c'était l'ancien pays. Et là, maintenant, vous avez le nouveau pays. Donc, ici, vous avez celui qui est en plastique et un téflon. Celui-là, il était un peu trop, on le trouvait un peu trop large et un peu trop gros. Donc, maintenant, on arrive bien à travailler avec les 2 derniers millimètres. C'est ça la différence, c'est que maintenant, en fait, on a l'EPS et le pays. On va travailler toujours avec les 2 derniers millimètres. Donc là, vous avez les indications pourquoi justement le pays il a été changé de tête. Donc, il est plus fin, il est plus flexible aussi. Il y a une meilleure accessibilité sous-gingivale. Et puis voilà, donc on a un petit peu maintenant quelque chose de très bien. Donc ça, c'est les puissances. Donc là, il y a les questions, par exemple, qui sont pour ceux qui ont l'appareil. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi me poser après. La technologie piéton, je trouvais intéressant de la mettre, c'est que vous avez vraiment une différence, justement, pourquoi c'est plus agréable avec le PS, on va aller de façon assez facile, assez rapide, c'est que ça a toujours le même mouvement. C'est un mouvement linéaire. Et donc, vu qu'on sait le mouvement où il est, on va adapter l'instrument PS, on va l'adapter, on sait où utiliser. Donc, on va l'utiliser avec les 2 derniers millimètres de la pointe et on va utiliser que les tangentes. Et quand on va mettre sur le tartre, on va pas du tout appuyer. Donc ça, c'est important. Hein. Donc, quand on travaille avec les ultrasons, on n'appuie pas sur l'instrument. On va juste poser l'instrument sur le tartre et le tartre va se décoller. Donc, la différence avec les autres, par exemple l'Airscaler ou bien le magnéto structive, vous avez des mouvements qui sont un peu, voilà, un peu n'importe comment. Donc, quand vous posez l'instrument sur la dent, eh bien, effectivement, le patient, il peut trouver ça désagréable. Donc là, ici, on a vraiment un design, une qualité vraiment supérieure par rapport peut-être aux autres pointes. Elles sont très fines et on peut vraiment les utiliser dans les poches.
ce qui est très intéressant dans la paroi. Donc ici, vous avez vraiment les puissances et la différence. Donc ici, vous avez le no pain, que ici, à chaque fois que vous n'êtes pas sur du tartre, vous allez avoir l'intensité qui va être moindre. Donc ce qui est agréable pour le patient aussi. Donc c'est toujours dans le confort du patient. Donc la philosophie du protocole, c'est toujours dans le confort du patient et d'aller dans le moins, d'être le plus conservateur possible. Ce qui est important de savoir, c'est que les pointes d'ultrasons s'usent aussi, un peu moins que le pic, que le pays, mais ça s'use quand même. Donc, c'est important de regarder régulièrement. Vous avez sûrement une petite feuille où justement vous pouvez mettre vos ultrasons et ça vous permet justement de voir si vos points d'ultrasons sont usés ou pas. Parce que si c'est usé, on perd énormément d'efficacité. Donc, on peut imaginer qu'on se dit, ben, moi, j'arrive pas à enlever le tarte avec l'ultrason, mais c'est juste parce qu'il est usé. L'important, c'est justement de ne pas mettre de pression. Donc, très souvent, on me demande, est-ce qu'avec le pays, tu arrives à enlever le gros mur de tarte devant? Oui, c'est possible. Donc, on va enlever, on va poser la tangente dans le milieu, entre 31 et 41, par exemple, et on va le laisser travailler. Et à un moment donné, vous allez avoir une fissure dans le mur de tarte, et après, vous allez avoir deux morceaux de mur qui vont partir. Et après, vous allez affiner avec le PS. Donc là, vous allez avoir la vidéo du PS. Donc, vous avez ici, vous allez voir le stylet qui est très, très léger aussi. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est que c'est très léger et la pointe est très fine. Donc, quand vous travaillez vraiment de façon très ciblée. Et le patient, il s'en rend compte aussi. Et ça, c'est aussi très agréable pour le patient. Et puis, vous allez pouvoir aussi travailler très, très ciblé. Donc là où on peut aller sous-gingival, donc ça c'est très important. Quand vous avez déjà passé l'airflow, vous allez sûrement imaginer, ben justement regarder là où il y avait du tartre, vous avez fait votre contrôle. Et puis, vous pouvez passer justement l'ultrason partout là où il y a du tartre. Et puis après, vous contrôlez. Donc en fait, là, c'est le Pielson PS. C'est à 95% des cas, j'utilise la même pointe. Donc, je n'ai pas à changer 10 fois de pointe pour aller au distal ou au mésial. C'est vraiment à chaque fois la même pointe. Par contre, je l'angule différemment. Ça ici, vous aviez justement l'ancien pays. Donc ça, c'est pour les prothèses et pour les implants, pour les résines, pour les facettes. Là, vous allez pouvoir travailler. Merci beaucoup. Et puis, en fait, là, vous pouvez aussi travailler, justement, si c'est une facette, par exemple, au niveau des implants. Donc, vous pouvez travailler et éliminer aussi le tartre. Donc, le stylet, c'est ça qui est super important aussi à dire, c'est que moi, depuis que je travaille avec ce stylet, plus de mots d'épaule, plus de mots, par exemple, de main ou de tendon. Donc, c'est vraiment très intéressant au niveau légèreté, justement, et puis efficacité. Donc, on peut très bien aller interdentaire. Donc, c'est vrai que depuis que j'utilise, en tout cas, le Pielson PS, hein, c'est vraiment, les patients, ils me disent, c'est tout, c'est fini, vous passez pas avec des instruments, j'ai pas eu mal. Donc, j'étais passée du bourreau un peu à la fée. Donc, ça, c'était assez agréable. Et surtout, ben, je suis assez contente. Donc, avant, j'étais un peu fatiguée à la fin de mes journées. Et puis maintenant, ben, je trouve que je suis moins fatiguée et beaucoup plus satisfaite. Donc, le contrôle, ça, c'est normal. Ça, c'est important. Après le détartrage, on fait un contrôle. Donc, ça, toutes ces étapes font partie du GBT, du protocole GBT. On va faire le contrôle. On va vérifier s'il reste du tartre. On va aussi protéger avec du fluorure. Et on va, moi, je ne fais pas sourire le patient, mais je lui demande si tout va bien et comment il a trouvé la séance. Et très souvent, ils disent que c'est très bien, que ça ressemblait même à un spa. Donc ça, je suis toujours un peu étonnée, mais voilà. Donc le contrôle, c'est bien de le faire aussi après. Donc c'est important de le faire avant pour voir justement tous les dépôts, mais c'est aussi important de le voir après. Donc après, faire le contrôle, ça nous permet, par exemple, vous avez vu dans les deux premières photos ici, donc avec les colorations, c'était impossible de voir les caries interdentales.
Et puis après, on va faire rappeler le patient. Et donc, pour faire rappeler le patient, moi, ce que je fais, c'est que c'est vrai que la plupart des gens vont directement fixer le rendez-vous dans 6 mois. Après, moi, je discute toujours avec le patient. Ça dépend aussi de son degré, de sa quantité de tartre ou son profil. Et donc, c'est en collaboration avec le patient, on va décider la prochaine fois qu'on va se voir. Donc, j'ai eu des patients qui m'ont dit, est-ce que je peux revenir plus vite? Et moi, j'étais assez étonnée parce que normalement, les patients me demandaient toujours, bon, je peux pas venir une fois par année au lieu de deux. Et maintenant, en fait, les patients me demandent, est-ce que je peux revenir plus vite? Parce qu'ils ont l'impression justement que c'est pas douloureux et que ça leur fait du bien. Donc, plus de rappels aussi. Donc, ça, c'est bien. Donc, moi, je suis toujours étonnée parce que moi, je pense pas justement que je fais du spa. Hein. Donc, c'est important de bien nettoyer et que ça soit vraiment très assaini quand mon patient y part, mais effectivement, le patient est il trouve que c'est beaucoup plus agréable. Donc, les 5 règles de la GBT, si on se rappelle bien, c'est de rendre toujours le biofilm visible. Donc, il faut se forcer au début, mais si on le fait, ça fonctionne très bien. On va commencer par l'airflow au lieu de détartrer. On va détartrer par la suite. On va surtout pas polir. Et on va essayer de prendre le moins possible d'instruments manuels ou même voire ultrasoniques si vraiment le patient il vient régulièrement. Donc, les résultats de la GBT, ben, c'est comme Axel Sonnelly 2. Donc, on a moins de caries et une santé parodontale qui est vraiment beaucoup supérieure. Donc, maintenant, vous avez quelques cas où il y avait des poches, où il y avait du tartre. On voit la radiographie et le tartre. Donc, c'est important de regarder bien les radiographies aussi au niveau des calculs du tartre. Et puis, vous avez justement, on a fait des traitements GBT, donc réguliers, avec, c'est clair, un traitement dentaire, refait le traitement d'endo, une couronne et des rappels de prophylaxie tous les 3 mois. Et on a eu une augmentation justement de l'os. Donc, ça, c'est très intéressant. Avec les photos, on peut bien motiver les patients à revenir. Et surtout, quelque chose qu'on doit aussi dire, c'est que l'airflow, pourquoi on le fait avant de détartrer, c'est que très souvent, justement, il peut avoir des déminéralisations sous le biofilm. Et si on passe avec l'ultrason pour s'enlever la plaque et qu'il y a des déminéralisations, eh bien, on va justement créer des altérations au niveau de l'émail. Donc, c'est ça qui est important, justement, de airflosser avant de détartrer, c'est pour mieux visualiser le tartre et surtout éviter de faire des dommages parce que la philosophie du GBT, c'est d'être le plus conservateur possible. Ça, c'est un patient à moi qui est venu, qui est un Français et qui croyait justement que ses dents, ben, c'était foutu. Et donc, j'ai envoyé faire des radios et puis ça m'a permis de voir qu'il n'y avait pas des poches plus de 6 mm aussi. Et donc, là, j'ai traité qu'avec la GBT. Aucun instrument manuel. J'ai vraiment essayé de faire au maximum. Donc, vous pouvez voir que là, les gencives sont très irritées, œdémaciées. Il y avait vraiment du tartre sous-gingival noir. Et donc là, maintenant, tout est assaini. Maintenant, ça aussi, c'était vestibulaire. Donc, au début, c'était important d'avoir les radios. Mais après quelques temps, donc il est venu, il a passé super bien les brossettes et il a même demandé un blanchiment. Donc, ce qui est important de dire, c'est que justement, les patients, il y a quand même une certaine demande. Les gens sont de plus en plus sur Internet, sur Instagram, sur Facebook. Ils voient que c'est possible de faire blanchir leurs dents, par exemple. Mais le problème, c'est qu'ils connaissent pas qu'avant de blanchir des dents, il faut aussi avoir une dentition saine. Donc, ça fait partie justement de tout le processus justement des patients, c'est de devoir passer, ben, c'est clair, d'avoir une gencive saine et après de faire tous les traitements esthétiques. Donc ça, c'est important justement de dire que dans le monde, il y a maintenant énormément de praticiens qui pratiquent le GBT, le Guided Biofilm Therapy, et de plus en plus, vous allez en entendre parler. Donc c'est ça le Guided Biofilm Therapy, c'est qu'on est tout simplement guidé par le biofilm qu'on va révéler. Donc là, l'important, c'est vraiment qu'il y a des possibilités aussi de se former. Donc pour les professionnels du dentaire, donc aussi les dentistes. Et donc voilà, donc vous allez pouvoir avoir aussi vous allez avoir un code barre, je vais vous donner le code barre. Vous pouvez voir aussi un petit peu les formations où vous pourriez assister. Maintenant, ici, nous avons Platon qui disait The Good, the Beautiful and the True. Le GBT, ben, ça fait aussi un peu partie de ça. Donc, important de juste se rappeler des lettres
parce que c'est important justement. La santé buccale, c'est un peu pour moi, je dis toujours aux patients, c'est un peu le baromètre du corps humain. Et c'est vrai que si c'est pas sain, ben, on peut imaginer le reste de la santé. Donc voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser sur une slide de votre prochain rendez-vous du jeudi à ne pas manquer avec le docteur Rémi Théodory, qui lui va plutôt vous parler, il va pas vraiment brosser le profil du protocole LGBT, mais il va plutôt vous parler de la gestion en cabinet, comment vous pouvez être rentable avec des traitements comme ça en France, parce que c'est vrai que vu que je travaille en France, je suis assez consciente de la problématique. Donc, mais en tout cas, si ça vous intéresse, docteur Rémi Théodory pourra vous faire justement un super webinaire sur ce sujet. Donc voilà, voilà, je vous remercie beaucoup d'être resté aussi longtemps. Et puis, vous avez le code barre à votre droite de l'écran. Si ça vous intéresse, vous pouvez découvrir toutes les formations GBT proches de chez vous. Et puis, voilà. Donc, je suis très contente d'être là, Jérôme. Merci Merci, beaucoup de merci, m'avoir merci donné beaucoup. la parole sur ce GBT que je pratique à 100%. Donc, Merci. je peux que être convaincue. Ouais, bah Voilà. on a vu ça, effectivement, tu es très très convaincu, et tu as été très convaincu. Je pense que tu es quand même assez convaincante dans tes arguments. D'abord, je vais te remercier parce que on n'a pas que des dentistes qui nous suivent ce soir, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'assistantes dentaires qui nous regardent, parce qu'il y a beaucoup de Oui. choses à apprendre, et surtout parce que tu fournis, moi je suis content parce que tu fournis beaucoup d'éléments de langage, parce que évidemment, nous, Ouais. en paro, on apprend énormément de choses, mais par contre, savoir communiquer avec un patient, par Ah, contre, ça s'apprend d'accord. pas évidemment dans les cours de parodontologie. Et dans la plupart des formations de paro, en général, évidemment, c'est pas du tout le sujet. Et donc, c'est vrai que savoir parler aux patients, savoir donner toutes ces petites choses, c'est très intéressant. Et Oui. j'invite vraiment les gens déjà à revoir le replay, à revoir justement ce passage justement qui est pour moi très très important. Moi, il y a un truc que j'aimerais comprendre, c'est quel est ton temps de consultation en fait dans ton cabinet, combien de temps tu reçois les patients déjà pour la première consultation finalement. Est-ce que tu fais donc tu poses le révélateur de plaque et tu passes tout de suite à la thérapie, ou est-ce que simplement tu t'arrêtes là et puis il y a Je vois le uniquement patient, je une révèle. séance d'éducation? Non, non, je vois pas le patient puis je mets pas tout de suite le révélateur de plaque quand même, parce que là, le pauvre. Non, non. Alors, le premier rendez-vous chez moi, quand j'ai jamais vu le patient, je mets 1 heure et quart, 1 heure et demie. Donc, je mets toujours 1 heure et quart, et puis des fois, ça peut dépasser. Mhm. Et il y a beaucoup de discussions. Après, tout dépend du cas, hein. Donc, si le cas, c'est un cas simple, on va pouvoir terminer le traitement. Et si le cas est pas simple, on va beaucoup faire de la prophylaxie, vraiment travailler sur les méthodes qu'il peut utiliser à la maison pour diminuer au maximum l'irritation, Mhm. pour que le prochain rendez-vous, quand il vient, déjà les douleurs vont être moindres parce qu'il y aura moins d'irritation. Et quand le patient il a compris ça, c'est vrai qu'il va faire en sorte qu'il y ait moins d'irritation. Et voilà, donc normalement, le premier rendez-vous, c'est 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et après, les rendez-vous de maintenance, comme moi, je suis seule au cabinet, c'est moi qui fais tout. Donc, je mets 1 heure, mais c'est à peu près 45 minutes au fauteuil. Ouais, les hygiénistes n'ont pas d'assistante en fait? Alors, ils peuvent Ouais. avoir des assistants, bien sûr. Donc, moi, ça fait 5 ans que je travaille et puis dans mon cabinet et ça pourrait être une solution. Mais pour l'instant, je préfère faire comme ça et puis faire moins de patients par jour et plus passer du temps avec mes patients que de faire beaucoup, beaucoup de patients et que l'assistante fasse D'accord, d'autres. donc ça veut dire qu'en fait, avant de mettre les mains dans le moteur, tu attends quoi? Tu attends 15 jours, tu attends un mois après la motivation? Combien de À peu temps? près 3 semaines, un mois, 3 semaines, oui. un mois. Ouais. D'accord, donc Ouais. c'est suffisant déjà pour voir déjà une baisse de la Oh, bactériémie et puis déjà un mieux déjà ah oui. dans le contrôle de Ouais. plaque. Tout à fait. Mais j'ai eu beaucoup de questions des dentistes qui me disaient, mais est-ce que tu fais quand même l'airflow quand c'est très irrité? Et en fait, oui. Et je me rends compte même que quand on fait l'airflow, quand il y a beaucoup de biofilm et que c'est très irrité, ben, le deuxième rendez-vous, il y a déjà beaucoup moins d'irritation, mais surtout, même à la fin de l'airflow, ça saigne déjà moins. Donc ça, c'est très important. Donc, on a l'impression que l'airflow, c'est très abrasif, qu'il faut pas le faire si c'est un peu irrité, mais non, c'est différent. Donc, l'airflow plus, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser comme moyen pour enlever l'irritation. D'accord.
Et c'est quand même tentant parce que, bon, moi, le LGBT, bon, bah, j'y adhère aussi, hein, depuis déjà une bonne année, personnellement. Par contre, c'est vrai que quelquefois, je fais toujours une petite entorse et j'aime bien sortir quand même l'insert PS quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de tartre, au moins déjà pour dégrossir un petit peu. Et ça, vraiment, toi, tu t'interdis de le faire, hein. Lequel, tu dis, De sortir, l'insert-P? de sortir d'insert, de commencer avec un Ah, insert tu dis au premier finalement, rendez-vous? quand il y a, Ah non, 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 au pas dès le premier premier rendez-vous. rendez-vous, mais quand on commence le traitement, c'est-à-dire Oui. s'il y a vraiment une très grande quantité de tartre, Ah, tu euh, veux dire, je passe oui. quand même un peu l'insert finalement avant de passer la poudre, hein. Alors non. Alors, Non, il faut pas. Ok. je connais une hygiéniste qui fait ça. Je connais des hygiénistes qui font ça, qui aiment bien quand il y a trop de tarte, ils préfèrent enlever le tartre. Mhm. Moi, je fais le protocole GBT comme Néa Dixit m'a dit. Alors, je le fais vraiment au maximum comme il faut. Donc, en fait, s'il y a un mur de tartre, déjà, je fais le révélateur de plaque et il y aura de la plaque sur le mur. On est d'accord. Donc, le patient, il a besoin de voir que justement, ce mur de tartre, il n'est pas venu comme ça. Il faut qu'il comprenne pourquoi justement le Mhm. mur de tartre. Bien sûr. Donc, on va démontrer le brossage sur le mur de tartre, si on veut, hein, donc pour enlever l'élimination. Donc, souvent, je fais une photo. Le mur de tartre, le mur de tarte avec un révélateur de plaque, le mur de tarte après avoir brossé avec le patient, et puis après, je fais l'airflow. Et je fais l'airflow sur le tarte, je ne vais pas insister 3 heures hein, sur du tarte, on est d'accord. Par contre, tout au bord du collet, là, je vais faire super bien. Et puis après, je vais enlever le tartre. Ok. Voilà. Ok, ok. Il y a une question qui nous a été posée aussi parce que tu as parlé des Oui, différents instruments là qui étaient proposés, oui. qu'on peut utiliser. Et donc chez EMS, il y a deux gammes et on nous demande finalement quelle est la vraie différence Les avec PSR, le ND. PSL. Avec le ND, Mhm, avec la... Oui. Alors le ND, il faut savoir qu'il est à peu près long comme ça. Donc quand on travaille avec, il n'est pas du tout ergonomique. Ensuite, la pression, on peut pas adapter la pression. Ensuite, on peut pas mettre de poudre la plus, je crois qu'on peut mettre, mais du coup, elle va être propulsée différemment. Donc, sur l'appareil, par exemple, vous avez deux chambres à poudre et vous avez des couvercles avec une sortie de poudre. Et vous avez une chambre à poudre pour la bicarbonate de soude et une chambre à poudre pour l'Airflow Plus. Et ça va sortir différemment. Et avec une pression aussi différente. Tandis qu'avec le ND, il y a tout qui sort en même temps, le lot, la poudre, vous allez avoir partout dans le cabinet. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment occasionnel et voilà. C'est quand même C'est pratique pas... finalement. J'avais commencé par ça avant de passer à Ça une peut plus être grosse machine, pratique mais c'était quand même pratique en tout cas pour pour démarrer ce type de démarrer, traitement. oui. Ouais. Après, si on fait tous les patients Mm. avec ça, ça va être un peu, ça sera pas très ergonomique Non, pas du tout. Non, non, pour pour le l'ergonomie, praticien ça, je confirme, ouais. et Et par contre, surtout pour le patient. tu parlais de puissance, donc tu travailles Oui, toujours à pleine puissance ou est-ce que non. tu vas moins fort? Alors, non, alors effectivement, bonne question. Alors, l'airflow, donc pour l'airflow plus, souvent je travaille sur 3, donc on a sur 10, hein, donc la puissance sur 10. Alors, pour l'airflow, j'utilise à 3, 4 avec l'eau au maximum, parce que l'eau, elle va couvrir justement la poudre, Mhm. donc il y aura moins d'aérosol et le patient, il sent pas donc avec avec l'érythritol, on sent pas du tout en fait la poudre, c'est pas comme le bicarbonate de soude, mais il faut mettre l'eau à 100, comme ça on est tranquille. Et puis pour le PS, moi si c'est un patient par exemple en maintien, où on a du tartre qui est là, mais pas du tartre noir ou du tartre de 6 mois, une année, j'utilise à 3 ou 4. Et puis, si vraiment c'est un patient qui vient d'arriver, il y a beaucoup de tartes, je vais mettre à 5 maximum. Et puis, si je vais aller au-delà du 5 de puissance avec le PS, je vais utiliser les PSL et PSR. Les PSL, PSR sont beaucoup plus puissants. Et là, on peut utiliser les PSR, PSL à 2 ou à 3 de Je puissance. reviens sur le révélateur de plaque. Il y a une question qui m'a été posée, c'est comment tu fais le rinçage en fait une fois que tu as apposé le Alors, colorant. oui, alors en fait, donc je positionne, donc je prends la précelle avec, donc je prends le pelet de coton révélateur de plaque avec la précelle. Donc je badigeonne toutes les dents. Ensuite, je pose le pelet de coton sur mon plateau à une Mhm. place spécifique pour pas qu'il aille partout. Je pose la précelle. Je prends la succion lente avec la seringue eau.
et je vais rincer partout le révélateur de plaque. Et ensuite, le patient va soit cracher, soit pas. Et puis, mais en fait, l'idée de pré-rincer, nous, en Suisse, on peut rincer. Donc, les patients ils peuvent rincer. En France, je sais pas si les patients rincent encore. Mais c'est vrai que, par exemple, mon patient, il va rincer et après, il va se remettre. Le fait de pré-rincer, je pourrais dire, je mets juste le révélateur de plaque et puis qui rince dans le crachoir. Mais je veux pas faire ça. Je veux pré-rincer parce que déjà, le patient de voir tout le bleu qui sort, ça lui fait peur. Mais en plus, quand je pré-rince, ça me permet, moi, de visualiser où reste la plaque ou le biofilm. Donc ça, c'est important. Donc comme ça, déjà, dans ma tête, déjà, je me dis, bon, OK, là, il y a tout le vestibulaire qui est vraiment, qui a beaucoup de biofilm. Voilà, donc ça me permet aussi de visualiser tout de suite là où j'aurai à faire mon instruction d'hygiène. Ok. Il y a une question aussi qui m'est posée, c'est est-ce que tu fais quand même des détartrages classiques ou est-ce que vraiment tu es 100% GBT? En fait, en fait, je vais aller plus loin que la question qui est posée, Mhm. c'est comment véritablement faire le switch, en fait, comment passer vraiment à ce type de thérapeutique, à ce protocole à 100% dans un cabinet. Ah Parce que oui, c'est pas bon, moi, facile, là aussi, on a toujours nos patients qui sont finalement habitués à avoir leur petit détartrage biannuel, et puis quand on leur propose justement ce genre de traitement, ils passent déjà dans une autre dimension, et puis certains finalement en sont même parfois un peu choqués, parce qu'on a l'impression qu'on leur propose euh, qui vient de l'espace, alors que le traitement normal, c'est le détartrage. oui. Donc la question, c'était quoi au début? La question c'était, est-ce que tu fais encore des détartrages Oui. classiques, ou est-ce que tu es 100% GBT? Alors, donc il faut aussi dire que le détartrage traditionnel fonctionne bien. On est d'accord. Donc moi j'ai fait ça pendant 20 ans et mes patients étaient assainis. Euh, ils avaient plus de tartre après et ça allait très bien. Par contre, le confort n'était pas là et surtout, j'étais pas conservatrice avec les dents. Maintenant, je suis à 100% GBT parce que j'y crois et donc je dis aux patients, j'ai eu la chance d'ouvrir mon cabinet. Donc ce qui fait que je disais aux patients, mais écoutez, moi ici, j'utilise maintenant les dernières technologies. Maintenant, il y a quand même des instruments qui sont beaucoup moins abrasifs. Donc maintenant, on veut garder nos dents à vie. Donc, on veut plus les enlever. On va essayer de on va essayer de les sauvegarder et on veut les sauvegarder sans problème. Donc, on va essayer d'avoir un traitement qui est peu abrasif. Et c'est ce traitement-là qu'il faut. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire aux patients que c'est aussi pour eux qu'on le fait, c'est pas pour nous. Et eux, moi, je leur ai dit à chaque fois, si jamais vous aimez pas, je referai le traitement traditionnel. Il n'y a jamais personne qui m'a dit. Donc, Non, c'est sûr, on peut pas revenir en arrière. Et là, je trouve, là, on on ne peut peut pas surtout revenir pas en revenir en arrière. arrière, c'est sur les patients qui sont appareillés, donc soit ceux qui ont des contentions orthodontiques, ou sinon les patients qui sont en cours de traitement avec des multi-attaches, il n'y a pas photo, hein, sans avoir besoin d'utiliser l'ultrason, Non, ou le pied de effectivement. zo, de toute manière, le fait Oui, d'utiliser cette poudre, de toute façon, ça change véritablement, ça ça change la change donne. la vie. Ah ouais. Ça change Après, il y a plein complètement. d'autres utilisations. Bon, là, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a énormément d'autres utilisations. Il y a énormément d'éléments prothétiques ou implantaires Oui, sur bien lesquels on peut sûr. passer tout ça, mais C'est trop, on peut c'est en trop. parler pendant C'est une vrai heure, que. mais c'est beaucoup, beaucoup plus efficace et ça abîme beaucoup moins, de toute façon, les éléments prothétiques ou orthodontiques, hein. Ça, Et le c'est sément. vraiment, Et le vraiment. sément, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des collets à l'air libre, qui sont hypersensibles au froid. Donc là, avec l'eau chaude, ben, les patients, ils disent, mais c'est impressionnant, j'avais mal avant. Maintenant, vous pouvez me faire tout. Donc, non, non, c'est vraiment Bah, c'est très, un très changement efficace. de paradigme, hein. Il y a plus de 20 ans, quand j'étais à la fac, on m'apprenait finalement à retirer le tartre et à retirer le sément avec des curettes, et puis Et je l'ai fait à y aller à aussi fond, hein. Voilà, on a voilà, tous... je l'ai fait aussi pendant 20 ans. Et puis, ça peut arriver de temps en temps où, où, où j'ai pas accès. Donc, je vais prendre un instrument. Mais l'idée, c'est vraiment de jamais essayer de prendre l'instrument, de tout faire pour pas le prendre, en sachant que c'est beaucoup plus abrasif et beaucoup plus traumatique. Bon, Donc, après, je voilà. suis toujours tenté, hein, sortir un mini CK6, c'est toujours tentant, de toute façon, hein. On en a toujours. Et est-ce que tu peux rappeler la profondeur maximale de poche? Donc, on est à 5-6 mm pour passer la poudre? Avec le PS, on est Non, à non, 10. avec la poudre, hein. Ah, avec la poudre, c'est 4.
Avec la poudre C4, d'accord. Et tu contrôles quand même, tu sondes, quel instrument tu passes quand même pour pouvoir sonder la surface radiculaire, hein? Après, pour voir si résultats, tu Mhm, dis? Oui, alors j'ai une sonde, c'est la DH2 ou la DH3 de Depler, et c'est une petite sonde toute fine qui est angulée, comme la 11-12 ou la 13-14, et puis on va passer le long du sulcus, ou bien aussi à temps en temps, on passe bien le fil justement pour bien sur toute la surface, mhm. et puis ça, le patient, il aime bien, quand il voit que ça accroche un petit peu, on va essayer d'enlever, et puis il est tout content. D'accord. Mais Elle est en métal effectivement, ou elle est en plastique? elle est en métal. Elle est en métal. Ok. Alors, la sonde en plastique, on va toujours l'utiliser sur les implants, mais sinon, cette sonde vraiment à tartre, ça, je l'utilise pas sur les implants, bien sûr. Ok. Ok, ok. Bon, écoute, ben, vraiment, je te remercie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de toute manière à les laisser bah, directement, soit sur la page de la vidéo sur YouTube, sur Genol, ou directement via le formulaire de contact qu'on peut trouver sur swissdentalacademy.com. Il y a des formations là que tu fais prochainement? Oui, alors justement, donc moi je travaille plutôt en France, donc je travaille Mhm, toujours avec EMS mais en France. Donc je vais faire des formations, on va à l'Université de Marseille par exemple pour les étudiants, mhm. aussi dans des dépôts où il y a des dentistes qui viennent pour par exemple leurs référents, les implantologues. Donc je travaille plutôt chez les Français euh, et euh, et puis les formations, ben voilà, donc vous pouvez aussi les avoir vous-même aussi au cabinet si ça vous intéresse. Donc ça, c'est toujours à voir avec EMS. D'accord. Bon, en tout cas, bah, je te remercie. Effectivement, oui, les formations, on peut les retrouver sur Genol, on peut les retrouver sur Swiss Dental Oui, Academy online. Et j'ai vu aussi, j'ai vu beaucoup de webinars en anglais. Voilà, si vous êtes, si vous êtes, si vous n'avez pas de problème avec la langue, je vous encourage vraiment à aller sur Swiss Dental Academy online.com, où là, il y a beaucoup d'informations dispensées par tout type, tout profil de praticien. Eh bien, oui. écoute, je te remercie beaucoup pour cette communication. On aura donc le 2 février Rémi Théodori, donc qui va aller nous parler bah, un peu gestion hein, de ce type de Oui. séance, comment allier efficacité pour le patient et rentabilité pour le cabinet. Et puis d'ici là, je vous souhaite bah, encore une fois une très bonne année. Et puis portez-vous bien. À très bientôt Marie-Claude et merci encore. Avec plaisir. À Merci à bientôt. vous. Au revoir. GBT. Guided biofilm therapy is a systematic, predictable, and scientifically proven protocol in professional prophylaxis, being minimally invasive and pain-free. GBT is a game changer. Step 1. Assess every clinical case to individualize the treatment plan. Start by rinsing with Bacter X Pro mouthwash to minimize the bacterial and viral charge in the aerosol. Step 2. Disclose biofilm with EMS Biofilm Discloser. The color guides you to remove biofilm faster and more accurately. Step 3. Motivate and educate your patients in oral hygiene. Evidences suggest that professional biofilm control shows similar bacterial growth to non-treated patients without adequate daily care. Step 4. Airflow Max removes biofilm supra and subgingivally up to 4 millimeters for natural teeth, restorations, implants, orthodontics appliances, and soft tissue. With Airflow Plus powder, only 14 micrometers, gentle, efficient, and comfortable. Step 5. The new and slimmer PerioFlow nozzle reaches up to 9 millimeters of pocket around natural teeth and root furcations and around implants, whilst preserving the hard and soft tissue. Step 6. Piezone PS is only a final touch in GBT. You can use instrument Piezone PS for 95% of all cases with no pain to remove calculus supra and subgingivally up to 10 millimeters. Step 7. Check for remaining biofilm and calculus. You can now diagnose caries more accurately on clean teeth surfaces. Step 8. Schedule recall according to risk assessment.
Regular recall is the key to successful oral health. Following the 8 steps of GBT, you can maintain and prevent periodontitis, peri-implantitis, and caries in an efficient and predictable manner. No polishing anymore. GBT is good, beautiful, and true. Be a game changer with GBT.